Bonsoir, je vous propose de débuter sans trop tarder. Donc, depuis hier, on a finalement beaucoup parlé de médias sociaux. Je vous propose peut-être quelques éléments de cadrage pour expliquer un petit peu le contexte de cette recherche. Alors, en vous rappelant tout simplement qu'on estime à 3 milliards de par le monde le nombre de personnes connectées à des médias sociaux. Et vous donner quelques chiffres sur les plateformes les plus connues. 2 milliards de comptes sur Facebook, 700 millions sur Instagram, qui a dépassé il y a peu Twitter, et 255 millions de personnes sur Snapchat. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement au marché français, on va avoir 36 millions d'utilisateurs actifs des médias sociaux. Et alors qu'on estime la durée moyenne passée devant la télé à 2h56, et ben en fin de compte, les Français passeraient en moyenne 1h23, c'est-à-dire à peu près la moitié, sur les médias sociaux. Et là, il faut prendre la mesure d'une chose, c'est que on vient d'évoquer, alors on peut appeler ça des marques, des outils, des services ou des plateformes qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. Et pourtant, si on regarde les audiences mobiles, médiamétrie du dernier mois d'août, on va avoir Facebook en 2e position, YouTube en 3e, Instagram en 5e, Twitter en 6e position et Snapchat en 11e position. Alors, évidemment, les médias sociaux ont largement modifié la façon dont on va faire l'expérience du spectacle sportif. Et en 2014, d'ailleurs, un rapport qui s'appelle Know the Fan a sorti des données sur les évolutions des modalités de consommation du spectacle sportif. Alors, pour rassurer nos amis des chaînes dans la salle, rassurez-vous, effectivement, la télévision demeure le média privilégié pour suivre du spectacle sportif. Mais bien entendu, hein, on voit en hausse importante des nouveaux modes de consommation sur les internets, sur son smartphone, ou sur les médias sociaux. Avec d'autres choses intéressantes, si on s'intéresse par exemple à la population des amateurs de foot, et si on distingue avec les fans de foot, bah effectivement, ceux qui sont plus fans surconsomment sur les nouvelles plateformes. Alors on pourrait avoir un débat sur est-ce qu'on rate quelque chose lorsqu'on regarde un match de foot, le smartphone à la main. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à dire qu'on a une expérience de nature différente. Très rapidement, hein, pourquoi est-ce que ça marche, le sport et les réseaux sociaux? Alors, je suis désolé de les dire, mais effectivement, la seule vocation du sport-spectacle, c'est de générer des émotions et des générations incertaines et en direct. Et quelle est l'utilité des médias sociaux? C'est aussi de partager en direct cette émotion. Alors, on va parler plus particulièrement de la façon dont les sportifs utilisent ces médias sociaux, puis quand on essaie d'aborder cette problématique, et bien finalement on a plusieurs points d'entrée. Le premier, le plus simple, c'est la fascination quantitative. Alors, tout de suite, il faut évoquer Cristiano Ronaldo. Alors, on a des données, hein. Cristiano Ronaldo, c'est 50 millions de fans Facebook en 2012. 2 ans après, il a doublé. En 2015, on estime un tweet sponsorisé à 230 000 €. En février 2016, c'est le premier sportif à passer le cap des 200 millions d'abonnés. Et en mai 2007, il passe le cap des 100 millions d'abonnés sur Instagram. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que quand on va voir le contenu partagé par Cristiano Ronaldo, c'est affligeant de banalité. Et si on n'apprend pas grand-chose sur la personnalité du joueur, on en apprend beaucoup sur la marque, et en tout cas sur celle dont il fait la promotion. Alors du coup, parlons par exemple d'Antoine Griezmann. Griezmann, en 2016, on aurait pu dire c'est la personnalité Twitter française de l'année. Sur les 10 tweets les plus retweetés en France, il y en avait 4 d'Antoine Griezmann. Très bien. Je vous invite à aller consulter le compte Twitter d'Antoine Griezmann et de regarder combien est-ce qu'il suit de personnes. Parce qu'on dit souvent Twitter, c'est l'interactivité. Bien, Antoine Griezmann est abonné à 2 comptes. 2 comptes, voilà. Et puis, il faudra aussi faire l'analyse du contenu qu'il produit sous, en tout cas en collaboration avec une agence de com. Alors, laissons tomber ce point d'entrée. Il y a quelque chose qui est peut-être plus intéressant, c'est d'aller voir l'actualité. Voici le tweet le plus retweeté du compte de LeBron James, fameux basketteur nord-américain. Donc, c'est une mise à l'amende du président en soutien de Stephen Curry, autre joueur de Golden State. Et là, il y a aussi matière à réfléchir sur finalement comment dorénavant les sportifs s'expriment sans intermédiation des outils classiques que sont le programme
télé ou l'interview dans l'équipe. Ah, je vois que ça saute un petit peu. Et puis ça dit aussi comment est-ce que finalement le contenu partagé par les athlètes devient aussi un contenu chroniqué régulièrement dans les magazines. Il va falloir rester ici et tenir. Alors, voilà, un autre point d'entrée, le fail. Le fail. Et en fin de compte, de mon point de vue ici, il n'y a pas, réellement de sujet. Par exemple, si on regarde les fails qu'il y a eu sur les médias sociaux, bah, peut-être que les sportifs en ont généré beaucoup moins que la classe politique. Mais en tout cas, on les médiatise beaucoup plus. Pourquoi ? Bah, d'une part, lorsque Aurier fait son live Périscope, ça donne du grain à moudre à ceux, en tout cas ça va renforcer le stéréotype du footballeur qui ne sait pas s'exprimer, qui est bête, etc. Et puis ça va à l'encontre de ce qu'on exige d'un joueur. Il faudrait discuter, est-ce qu'on attend vraiment des joueurs un devoir d'exemplarité. Bon. Alors on pourrait aussi parler des nouvelles pratiques, des innovations sociales. Disons le selfie, mais il y en a plein d'autres. Là je vous ai mis le selfie de Totti à l'occasion d'un match. À ma connaissance, le premier selfie en direct d'un match à l'occasion d'un but. Je vous rappelle en 2014 que le sélectionneur Didier Deschamps, dans un premier temps, voulait interdire le selfie et finalement l'a autorisé, mais seulement si c'était tout seul dans sa chambre. Bon, alors il y a des travaux très intéressants d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un selfie. Bon, voilà. Il y a d'autres choses aussi sur la façon, alors pour le coup c'est plutôt pour les futurs journalistes, comment est-ce que les journalistes commencent à utiliser les contenus partagés par les joueurs en période de transfert, notamment avec la géolocalisation du contenu. Donc là c'est un exemple de la NBA, mais bien entendu cet été on a suivi l'épisode de Neymar. Bon, il revient d'Espagne, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et le dernier point d'entrée, c'est la pop culture. Il faudrait faire un traitement, des séries télé, notamment dans l'univers du sport. Il y en a assez peu. Là, je vous ai pris une série diffusée sur HBO qui s'appelle Ballers, où régulièrement dans les épisodes, il y a un discours critique sur l'utilisation des médias sociaux par les joueurs. Ici, vous avez un joueur qui pose avec un magnifique suite d'un sponsor qui était tout heureux de trouver avec des enfants. Voilà. Alors, moi, ce que je vais essayer de favoriser, puisqu'on est dans le cadre d'un colloque universitaire, c'est une approche académique en m'appuyant sur la littérature. Et finalement, la façon dont les sportifs utilisent les médias sociaux commence à être largement traitée dans la littérature académique, notamment dans le cadre d'un journal qui s'appelle l'International Journal of Sports Communication. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que les travaux ont largement évolué, d'une part sur une entrée qui était d'abord très descriptive et empirique. Donc, on recueillait 1000 tweets de joueurs qu'on classait dans des catégories. Ça, c'est un tweet marrant, ça, c'est un tweet plutôt personnel, etc. Et de plus en plus, on essaie d'avoir un discours théorique sur ces tweets. Qu'est-ce que l'athlète essaie de dire de lui-même lorsqu'il change sa photo sur son compte Twitter, lorsqu'il poste telle photo? Est-ce qu'il est dans une logique de personal branding, donc de marketing de soi-même, ou réellement dans une recherche d'échange, d'interactivité avec ses fans? Je vais citer aussi un travail mené récemment par des collègues de Rouen qui ont mené des entretiens avec des athlètes de sport, et je mets toutes les guillemets qu'il faut, confidentiels, des athlètes de l'INSEP. Et ce qui ressort de ces entretiens, c'est que d'une part, ces athlètes perçoivent bien l'utilité de recourir aux médias sociaux pour rechercher des sponsors, etc. Mais en même temps, expriment un manque de temps ou bien un manque de compétences pour utiliser ces plateformes. Alors, on va parler plus particulièrement de Twitter, parce qu'effectivement, Twitter est le média social du football, ne serait-ce parce que c'est le média social du direct. Et le match de football, c'est un événement social au sens de c'est un événement social médiatisé. Juste avant la dernière Coupe du Monde en 2014, Twitter France a diffusé des données pour expliquer que 2/3 des tutos français utilisaient Twitter pour quelque chose relatif au football. 44% des tweetos tweetent lorsqu'il y a un but. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans le monde sur Twitter en 2016, l'Euro 2016 arrive en 4e position, alors derrière le phénomène Pokémon, et ça a été le sujet le plus discuté en France.
Et les 3 pics de conversation sur Twitter en France étaient des matchs de l'équipe de France, dans l'ordre France-Islande, France-Portugal et France-Irlande. Alors nous, on va parler de footballeurs qui utilisent Twitter. Alors pardonnez-moi ce mot valise un petit peu forcé. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est mener une recherche pour comprendre comment se construisait en quelque sorte l'identité d'un footballeur professionnel à l'interface de son activité numérique et de son activité professionnelle qui consiste à jouer au foot. En gros, est-ce qu'un footballeur l'est encore lorsqu'il tweete? Est-ce qu'il parvient à s'affranchir totalement de son statut de footballeur? Est-ce qu'il considère que ça relève de son activité professionnelle? Ou au contraire, est-ce qu'il fait ça pour marquer une frontière entre son activité professionnelle et ce qu'il peut faire par ailleurs sur les médias sociaux? Alors, j'ai essayé de comprendre ça et j'ai pas fait d'analyse de contenu de tweet, mais j'ai eu accès à un terrain particulier puisque j'ai pu mener des entretiens avec des footballeurs professionnels et des footballeurs professionnels qui sont un petit peu particuliers puisqu'on peut les considérer comme des experts en tout cas reconnus comme tels par les médias, par la communauté de Twittos et même par eux-mêmes. Par exemple, Manu Imoru, qui est ici, se verrait bien à terme devenir community manager ou responsable de l'activité digitale d'un club de football professionnel. Et puis il dit, des fois, quand je vois ce que font certains community managers, je me dis que moi, je ferais beaucoup mieux. Pierre Boubi, par exemple, lui, a régulièrement recours à l'outil Twitter Analytics pour aller voir la portée de ses tweets, pour voir si ça a bien marché. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle qui font cette analyse-là, mais lui le fait. Alors, pour les présenter, Felipe Sade, voilà, qui est là, footballeur brésilien qui joue pas si loin d'ici à Lorient en Ligue 2. C'est à peu près 1,7 tweets par jour. Alors il suit beaucoup de médias, quelques joueurs et sa sœur. Et c'est important parce que sa sœur, qui est journaliste au Brésil, l'a initié à Twitter. Alors il y a également le local de l'Étape. Les étudiants doivent bien le connaître, en tout cas les supporters de Guingamp, s'il y a des supporters de Guingamp dans la salle. Nicolas Bénézé, 12 200 tweets au compteur, 5 tweets par jour. Il est aussi sur Instagram, Facebook et Snapchat. Alors lui, Nicolas, désolé de le dire, il suit un petit peu moins de monde sur son compte, mais en tout cas, il suit ses amis et il interagit énormément avec ses camarades de jeu. Il y a également, je vais revenir ici, Manu Imoru, voilà. Manu Imoru qui est là, qui est un footballeur de Caen qui est prêté actuellement en Belgique. Il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est sur Snapchat, on verra tout à l'heure à quel point c'est important. Et puis enfin Pierre Boubi, que vous voyez ici à gauche. Alors Pierre Boubi, c'est très intéressant. Vous voyez ici, il a posté un superbe coup franc du pied gauche et il a précisé qu'effectivement ça valait pas un bon top tweet, mais que c'était quand même pas mal. Et en tout cas, Pierre, lui, ne tweete pas que sur le football, puisqu'il a des considérations politiques. Et puis il dit, de toute façon, moi, depuis tout petit, on me juge sur le terrain, donc je peux bien me permettre aussi de faire part de mes opinions. Tu évoquais ce matin l'excellente série diffusée sur Arte sur le procès O.J. Simpson. Alors Philippe Sade, voilà, la recommande sur Twitter, c'est-à-dire que Philippe, lui, va plutôt parler de sa passion pour le jazz, etc., etc. Alors, effectivement, si vous les connaissez, c'est pour leur contenu un petit peu décalé. Alors Nicolas Bénézé, voilà, il a fait la promotion de votre territoire, mais ça c'était en janvier. Mais en août dernier, il est devenu un peu plus lucide. Voilà. Il vient du sud. Il vient du sud. Vous avez aussi une grande maîtrise de la culture numérique ou de ce qu'on pourrait appeler la capacité de ces joueurs à générer un mème, c'est-à-dire un contenu décalé lié à l'actualité. Vous avez ici la reproduction de la scène du départ supposé de Neymar à Paris avec Piqué qui essaie de le retenir. En fait, c'était Damien Da Silva qui était pressenti pour quitter le club. Et ce qui est marrant sur cette photo, c'est qu'à ce moment-là, les deux joueurs savent que Da Silva reste à Caen et que c'est en fait Manu Imoru qui va quitter le club, et à ce moment-là, personne ne le savait encore. Et puis on a des contenus de ce type-là, encore une fois, de Manu Imoru qui joue avec l'actualité. Bon là, effectivement, lorsque Zinedine Zidane fait le signe de Joule, alors je ne sais pas si tout le monde comprend dans la salle ce que ça veut dire, mais les plus jeunes savent ce que ça veut dire, et effectivement, c'est un petit peu décevant. Bon, et on a des joueurs aussi qui communiquent énormément entre eux, parce qu'ils sont amis. Donc, par exemple, Manu Imoru qui est très content de marquer un but, alors de suite, Pierre et Nicolas vont venir lui parler, et généralement,
la discussion dévie sur des blagues, ou en ce moment ils sont très portés sur leur record sur Mario Kart, puisqu'ils ont investi dans une console Switch, et ce qui est très important en termes de sociabilité. En tout cas chez eux. Bon, vous voyez, les blagues peuvent aller assez loin, hein. Enfin assez loin, en tout cas, il n'y a pas nécessairement de tabou. Par exemple, Pierre Boubi, qui est très content d'annoncer sur Twitter que sa future épouse a dit oui aux fiançailles. Il précise d'ailleurs de dire attention, faites attention, elle croit que je suis footballeur, alors sous-entendu, ma véritable activité est d'être avec vous sur Twitter. Et de suite, Nicolas Benzé vient faire sa blague, etc. Alors, en termes de résultats, et j'espère être encore un petit peu dans les temps, je vais d'abord vous toucher un mot de Felipe qui est un petit peu à part, puisque Felipe a suivi des études de communication, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est lancé sur Twitter sous la recommandation de sa sœur. Et Felipe continue de se former pendant son activité professionnelle sous le régime de la formation continue. Et en fin de compte, sa sœur qui est journaliste, c'est peut-être cela qui a déterminé un usage qui est très axé sur la curation et sur la veille. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, il a nettoyé totalement ses abonnements du compte Twitter pour partir à 0, et c'était un petit peu de la faute des 3 autres. Donc il le dit en souriant, il dit lui, Manu Imoru, il écrit tellement de choses, donc ma timeline elle est polluée, moi je cherche de l'information de la veille, et du coup les interactions c'est pas trop pour moi. Et donc en fait, lui ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que lorsqu'il utilise Twitter, c'est en footballeur. Voilà. Il est très corporate, c'est un mot qui revient très souvent dans ce vocabulaire. Et puis il dit, voilà, vous voyez, moi j'ai 11 000 abonnés, et puis il y en a 8 ou 9 000 qui doivent être des supporters des clubs dans lesquels je suis passé. Donc quand je fais un tweet sur le foot, ils sont très contents, et effectivement, lorsqu'ils tweetent sur un musicien qu'il admire, etc., ça fait un petit peu moins d'engagement. Et donc lui, il est devenu très très précautionneux. Il craint le bad buzz, il craint le fail, et puis il dit j'essaie d'avoir des interactions très réfléchies. Et c'est pour cela que je dis qu'en quelque sorte, Felipe tweet un petit peu comme il joue, alors c'est-à-dire en défense, proprement, parce que c'est un joueur assez classe et avec une certaine forme d'élégance. Alors qu'est-ce que dit Felipe des 3 autres? Il va dire le vrai mérite de Pierre, Nico et Manu, c'est qu'ils sont à 100% eux-mêmes. Voilà, alors être eux-mêmes, être soi, c'est peut-être l'enjeu de l'activité digitale de Pierre, Nicolas et Manu. Par exemple, lui, Pierre, il dit, moi, quand j'ai créé mon compte Twitter, je voulais être comme Facebook avec mes potes, et j'ai commencé à parler comme j'étais. Et d'ailleurs, on ne peut rien me reprocher sur Twitter, c'est sincère, je ne suis jamais dans le mensonge. J'essaie de faire au mieux pour présenter ma personnalité. Et pareil, présenter ma personnalité, c'est quelque chose qui vient très souvent dans ses propos. Et Nicolas, c'est exactement pareil. Peut-être même va-t-il un peu plus loin, puisque lui, il dit, moi, je ne suis pas footballeur, je ne suis pas un footballeur qui est sur Twitter, je suis un tweetos qui joue au foot. Et sur Twitter, je ne me vois pas du tout footballeur, je suis comme je suis moi-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre Boubi, dont on a parlé tout à l'heure, à l'occasion du coup franc, il y a énormément de ses fans sur Twitter qui ont découvert qu'il était footballeur à l'occasion de ce but. Parce qu'avant, ils croyaient juste que c'était quelqu'un qui faisait des blagues sur Twitter. Et d'ailleurs, Pierre Boubi va souvent dire, moi je fais partie d'une communauté, et il y a des gars qui ont maintenant 80 000 followers, je les ai connus lorsqu'ils n'en avaient que 6 ou 7 000, et puis il est très soucieux du rôle qu'il a au sein de la twittosphère. En fait, Pierre, il travaille son contenu en professionnel. Alors, il s'entraîne au foot, mais il s'entraîne sur Twitter. Il note des blagues, il les teste sur sa compagne. Et puis des fois, il est un petit peu déçu quand c'est raté, quand il n'a pas fait beaucoup de retweets. Donc ça, c'est quelque chose qui travaille réellement. Sinon, Manu, lui, Nicolas Benzé, on lui a déjà reproché son utilisation des médias sociaux dans le cadre de son métier. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive souvent de la part des fans et parfois dans l'entraîneur, de dire, bon, en ce moment, tu n'es pas exceptionnel sur le terrain, plutôt que de tweeter, tu ferais mieux de t'entraîner. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que ne comprend pas nécessairement Nico. Je dis Nico, non pas par affection pour lui, parce qu'il préfère qu'on l'appelle Nico plutôt que Nicolas. Nico, lui, il va dire... on m'a déjà reproché mon utilisation des médias sociaux dans le cadre de mon métier, mais c'est un monde différent du réel. C'est dommage de donner trop d'ampleur sur le réseau, c'est que du virtuel. Alors il y a cette distinction très très franche entre le réel et le virtuel, et tous ceux qui ont travaillé sur la question savent bien que bon, c'est un système d'imbrication, que c'est pas si simple.
Manu, lui, il a eu une solution radicale quand on lui a reproché ses mauvais résultats, notamment de la part de son coach. Lui, il a arrêté. Il a arrêté de tweeter pendant 1 an, à tel point qu'il a dû recommencer son compte Twitter à 0. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Manu? En fait, il a fait comme beaucoup d'étudiants dans cette salle, je pense, c'est qu'il a trouvé des stratégies, des techniques pour générer ses communautés en fonction du contenu puis en fonction des situations. C'est-à-dire, il s'est lancé sur Snapchat et Snapchat, il en a une utilisation très régulée. Alors il va dire, par exemple, sur Snap, je n'ai que des gens que je connais. Ceux que je connais, il y a même des gens que je connais et je ne les accepte pas. C'est une question de confiance. Et sur Snapchat, c'est un compte qui est très orienté sur sa vie privée, mais toujours avec un ton décalé. Bon, ça, ses spécialités, c'est de faire des snaps sur ses enfants, mais plutôt lorsqu'ils sont dans des situations un petit peu marrantes. Il adore se moquer de ses enfants, et c'est vrai que c'est assez drôle à suivre sur Snapchat. En revanche, ce contenu-là, il ne va pas du tout le partager sur Twitter. Nico est pareil. Nico, sur Snapchat, alors lui, il le dit très nettement, il dit « Moi, si vous êtes mon pote sur Snapchat, vous êtes mort ». Et donc la fameuse expression, il dit « Moi, je balance des doses ». Voilà. Mais pour eux, pour les footballeurs, en tout cas, cette activité sur Snapchat, pour eux, c'est un petit peu un exutoire, en tout cas, un endroit où ils peuvent respirer, parce qu'ils ont l'impression d'être moins dans un espace public que sur Twitter. Dernière chose que j'ai essayé d'analyser par rapport à ces joueurs, c'est la façon dont ils interagissent avec les fans, parce qu'on dit que Twitter est la possibilité d'interagir avec les fans. Et là, il faudrait faire une distinction entre ce qu'on appelle une interactivité sociale, c'est-à-dire effectivement répondre, interagir avec des fans, et ce qu'on appelle le parasocial, c'est-à-dire une relation, un peu plus distanciée dans un rapport star à fan. Nico, par exemple, il va dire moi, je réponds tout le temps à Manu et Pierrot, donc ses camarades de jeu, parce que c'est des amis. Et en fin de compte, est-ce qu'il doit répondre à un fan? En fait, ça ne dépend pas du contenu, ça dépend de la personne. Il dit, si c'est un mec que je ne connais pas et qui me critique, il dit, je m'en fiche. Il dit, si c'est quelqu'un que je connais un petit peu, je vais éventuellement essayer de répondre. Pierre, lui, il va essayer de répondre si c'est drôle. Si vous avez 20 followers, que vous n'êtes pas un influenceur, etc., mais qu'il sent qu'il y a matière à faire une blague, il va interagir avec vous. Et sachez d'ailleurs que Pierre lit toutes ses notifications. Et puis, alors, ce qui est assez marrant dans son discours, c'est qu'il dit avant, sur Twitter, je passais 6 heures par jour. Là, ça va, je me suis un petit peu calmé, je suis plus qu'à 3-4 heures. Bon, c'est une activité, hein, il y passe du temps. Manu, lui, ça dépend des situations, ça va dépendre du feeling. Par exemple, quand quelqu'un rentre en interaction avec lui, il va aller cliquer sur le profil et puis il va dérouler les tweets pour voir à qui il a affaire. Et donc, si ces personnes méritent une réponse en fonction du contenu partagé. Et ce qui est intéressant aussi dans le cas de Manu, c'est qu'en fin de compte, à son arrivée à Caen, il a converti énormément de relations numériques sur du offline, entre guillemets, dans du réel. Et quand il revient à Caen de son exil en Belgique, il retrouve ses camarades qui sont aussi supporters du Stade Malherbe Caen pour jouer, pardonnez-moi de le dire, au loup-garou, puisque c'est un grand fan de ce jeu de cartes. Alors en fait, je vais maintenant conclure pour être dans les temps. Bon, tout ça pour vous dire que effectivement, il faudrait faire un travail d'interprétation un peu plus poussé que les éléments que je vous ai livrés ici. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en gros, ces joueurs-là ont conscience le plus souvent d'être assignés à leur métier de footballeur. Et ce qu'ils essaient de faire sur les médias sociaux, c'est effectivement de dévoiler une personnalité, voire même d'affirmer une personnalité, mais en dehors de toute logique marketing ou commerciale. Ils ne veulent pas construire une image de marque, ils ne veulent pas construire une identité fantasmée ou même faire le récit de leur quotidien professionnel. Encore une fois, voilà, il s'agit d'affirmer une personnalité et voire même de démonter des stéréotypes associés au métier de footballeur. Si vous remontez dans la timeline de Manu et Mourou, vous trouverez zéro faute d'orthographe ou aucune liberté grammaticale. Voilà, lui, il veut bien écrire et il veut être réputé et reconnu pour ça. Pierre est exactement dans cette logique-là aussi, hein, de dire, voilà, regardez comment un footballeur peut être drôle, intéressant, etc. Alors Felipe, lui, c'est un petit peu particulier parce qu'il a un usage si habile de Twitter et puis généralement des médias qu'on l'a rangé dans une autre catégorie qui est le footballeur intellectuel.
Voilà, donc Felipe Sade, c'est footballeur intellectuel, qui est une autre image qui ne lui convient pas nécessairement. Pour conclure là-dessus, c'est que Felipe Sade, Manu Mourou et Pierre Boubi souhaitent se professionnaliser après leur carrière dans l'univers des médias. Alors, au sens large, j'ai évoqué tout à l'heure Manu Mourou qui voudrait bien travailler dans le cadre d'un club professionnel dans le secteur digital. Pierre Boubi, c'est déjà le cas. Pierre Boubi a été repéré grâce à l'humour de ses tweets. Il travaille maintenant à l'équipe 21 et dans les grosses têtes sur RTL. Alors qu'on lui demande est-ce que c'est grâce à Twitter que tu as fait ça, bien entendu c'est un petit peu grâce à Twitter, mais il dit attendez, cette personnalité je l'avais avant, et lorsque je jouais déjà à Evian, je savais déjà bien m'exprimer, et puis les médias appréciaient déjà cette franchise. Alors pour conclure peut-être, voilà, des petits points de réflexion sur des points qu'on n'a pas du tout abordés. Le footballeur, comment est-ce qu'il peut le faire éventuellement pour devenir un communicant, en tout cas valoriser ses sponsors. Pour ces joueurs-là, c'est un petit peu à part parce qu'ils ont aussi conscience d'être pas non plus des futurs ballons d'or. Désolé de le dire ainsi pour Nicolas Benzé, parce que peut-être qu'il y croit encore, mais voilà. Ils ont à cœur de montrer que le footballeur sait s'exprimer, ça revient très souvent dans leur discours. Et puis on peut aussi, alors là pour les top players, discuter de la valorisation marketing de l'activité digitale. Et c'est en cela aussi qu'on peut dire qu'effectivement, être actif sur les médias sociaux, pour une certaine catégorie de joueurs, c'est aussi faire le job de footballeur. Voilà, merci de votre attention.